Bonjour, merci pour cette invitation à s'adresser au symposium. Donc mes sincères remerciements à toute la commission d'organisation et en fait dans le cadre de ma conférence, je vais essayer de vous parler en fait du processus d'internationalisation des politiques éducatives. Les politiques éducatives, traditionnellement, dépendaient d'un agenda politique domestique, national. Mais depuis 2 décennies, il est vrai que nous avons eu dans l'histoire de l'éducation des pédagogues voyageurs qui essayaient de s'inspirer de certains systèmes éducatifs pour aller vers d'autres. Mais depuis au moins 2 décennies, on observe une massification de cette internationalisation des politiques éducatives. On peut distinguer en fait 2 pôles de cette massification de l'internationalisation. Il y a le pôle que vous représentez, vous, donc les producteurs du savoir scientifique et pratique sur l'éducation, avec des conférences internationales, mais il y a aussi le rôle des organisations internationales, et en particulier l'UNESCO, que je représente en partie ici par le biais de la Commission suisse pour l'UNESCO. Donc, les organisations internationales ont un rôle, un agenda, des orientations qu'il s'agit d'analyser et de critiquer. En fait, je vous parlerai pendant 20-25 minutes de 3 points, essentiellement. Le premier point concerne en fait quel est le rôle des organisations internationales dans l'éducation, quelles sont les missions traditionnelles des différentes organisations internationales, et je vais essayer de vous convaincre qu'il y a eu un peu une redistribution des cartes au niveau des organisations internationales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne l'agenda du développement durable. Il a été déjà évoqué avec la conférence précédente. Je vais essayer de jeter un regard critique sur cet agenda international et notamment par rapport à l'objectif 4 qui concerne l'éducation. Et je terminerai par peut-être présenter quelques pistes de recherche que l'UNESCO essaye de mettre en place actuellement, qui peuvent constituer une alternative novatrice pour l'éducation. Donc je vais tout de suite au premier point de mon intervention. En fait, quels sont les rôles, les attributions des organisations internationales au niveau de l'éducation ? On pourrait peut-être partir de la phrase « les organisations internationales, en fait, ont été, pour l'essentiel, construites à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale pour, en fait, par l'éducation, construire la paix ». Le système des Nations Unies a pour objectif principal de consolider la paix et de réguler les relations internationales. Différentes organisations internationales ont été créées à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. L'UNESCO pour l'éducation, la culture et la science, l'UNICEF pour venir en aide à l'enfance en détresse, mais aussi les institutions de mission plus économique, ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour financer la reconstruction et le développement économique. L'acte constitutif de l'UNESCO stipulait, par exemple, que l'institution œuvrera pour construire la paix par le développement de l'éducation, la coopération et la solidarité internationale. On peut dire que la mission de l'UNESCO est toujours d'actualité. Cependant, et c'est mon point suivant, on remarque qu'il y a une redistribution des cartes au niveau des organisations internationales avec la montée en puissance de l'approche économique et instrumentale de l'éducation. La Banque mondiale en particulier, qui s'est intéressée très peu à l'éducation au début des années 60, au début de sa création, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a commencé à s'intéresser à l'éducation en fait seulement au début des années 1960, pour 2 raisons principales. D'une part, les gouvernements des pays en voie de développement
avaient besoin de financer la construction de leur système d'éducation à partir d'un héritage colonial somme toute très limité. Il fallait construire des écoles, former des enseignants, mettre en place une administration de l'éducation, et donc la Banque mondiale s'est sentie amenée au secteur de l'éducation. La deuxième raison qui a amené la Banque mondiale à s'intéresser à l'éducation, c'est les travaux de plusieurs économistes, et en particulier le prix Nobel Schultz, qui a montré qu'en fait, investir dans l'éducation favorise la croissance économique. Un peu plus tard, un autre prix Nobel, Gary Becker, a élaboré la théorie des ressources humaines. Et donc, la Banque mondiale a adopté le principe que l'investissement dans la scolarisation permet une meilleure rémunération pour un individu et des retombées importantes en matière de développement socio-économique d'un pays. Donc, on voit que progressivement, la Banque mondiale est devenue, en tout cas en ce qui concerne les pays en voie de développement, pour l'UNESCO, on peut dire l'OCDE joue un petit peu le même rôle pour les pays industrialisés. Ces deux organisations de philosophie et d'inspiration principalement économique sont devenues non seulement importantes en matière de financement de l'éducation, mais aussi en matière de façonner notre manière de voir l'éducation. On peut dire en quelques mots que peut-être depuis 2 décennies, les résultats de l'enquête PISA impulsée par l'OCDE constituent un baromètre de ce que représente la qualité universelle de l'éducation dans le monde. Donc cette redistribution des cartes s'est faite en fait au détriment de l'UNESCO, et l'UNESCO s'est retrouvée concurrencée par des acteurs plus puissants dans son terrain classique de l'éducation conçue dans une perspective humaniste et pas forcément en lien avec le développement économique. Alors maintenant, est-ce que l'UNESCO est restée inactive par rapport à cette redistribution de cartes? On peut dire que l'UNESCO a quand même aussi évolué. Pour vous illustrer cette évolution de l'UNESCO, rapidement, je proposerai d'examiner 3 rapports fameux de l'UNESCO qui ont été élaborés pour nous aider à penser l'éducation. Le premier rapport que j'évoquerai, c'est le rapport Faure, qui date de 1974, et c'est un rapport qui a montré la nécessité de mettre en œuvre des politiques éducatives à partir du patrimoine pédagogique présent dans différentes régions du monde. Le rapport Faure a aussi proposé de donner la priorité à l'éducation permanente et à l'alphabétisation, tout en préconisant, je cite le rapport, un humanisme scientifique. Le rapport correspond bien à la phase d'expansion et de massification des systèmes éducatifs dans le monde et reflète une époque de plein emploi et de croissance économique mondiale. Le deuxième rapport, c'est le rapport Delors. C'est peut-être le plus fameux parmi les rapports de l'UNESCO. C'est un rapport, en fait, très connu par les 4 compétences. Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être, apprendre à vivre ensemble. Dans ce rapport, on voit que l'UNESCO s'intéresse aussi à l'adéquation formation-emploi. C'est quelque chose de nouveau par rapport au rapport Faure, et on observe aussi dans ce rapport que l'UNESCO conçoit l'éducation comme une réponse à la crise économique et à la montée structurelle du chômage dans un certain nombre de pays développés et de pays en voie de développement. Le rapport le plus récent de l'UNESCO sur les questions d'éducation date de 2015, il s'intitule « Repenser l'éducation ». Dans ce rapport, on voit que l'UNESCO a été sensibilisée aux questions de l'évolution technologique, au débat sur l'environnement et la durabilité, mais aussi sur les menaces qui pèsent sur l'éducation publique, sa qualité, son financement. Et donc, ce dernier rapport, pour résumer la situation, montre que l'UNESCO, en fait, est une organisation qui évolue et qui n'est pas finalement statique comme on a parfois l'impression. Je passe maintenant au point 2, qui est un point d'actualité. Depuis 2015, nous avons
les objectifs du développement durable. Dans l'un des objectifs, l'objectif 4, concerne l'éducation. Dans un texte que j'ai publié récemment, j'ai mis comme titre « Est-ce que l'ODD ou bien Éducation 2030, il s'agit d'un consensus mou ou d'un outil pertinent ?» Je me pose la question. Et justement, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'en fait, cet agenda pose un certain nombre de problèmes que je vais essayer de pointer. Peut-être le point positif, mais en même temps qui est problématique, l'agenda 2030 pour l'éducation s'adresse à tous les pays du monde, sans distinction de leur niveau de développement économique ou éducatif. D'un côté, on peut dire que c'est positif parce que ça montre que le monde est interdépendant. Mais en même temps, c'est dangereux parce que les priorités sont toujours nationales, les priorités sont toujours contextualisées et donc, justement, il y a un danger que cet agenda se transforme en sorte d'indicateur universel que tous les pays doivent appliquer. Deuxièmement, l'ODD, les objectifs de développement durable, insistent sur le mot « développement ». Il me semble que les défis environnementaux, le réchauffement climatique, comme l'a montré mon collègue avant, les crises humanitaires, nous obligent à penser la notion même de développement. Le monde n'est pas divisé entre des pays développés et des pays sous-développés. En fait, le monde entier est un monde mal développé. Et si on persiste à utiliser la métaphore du développement, il me semble qu'on élude les vrais problèmes. Le monde souffre d'un mal-développement, le monde est inégalitaire et justement formuler les objectifs d'ODD centrés autour des notions de développement et de croissance économique n'incite pas les décideurs et les acteurs de l'éducation à repenser radicalement l'école. Je n'ai pas beaucoup de temps à rentrer dans le détail de cet agenda. Je vais juste retenir deux orientations problématiques dans cet agenda. Quand on lit l'agenda 2030 pour l'éducation, il y a des choses intéressantes sur ce qu'on appelle les résultats d'apprentissage. On a l'impression que la place des résultats d'apprentissage est une place prépondérante dans cet agenda. Tout se passe comme si les qualités d'un système éducatif ne peuvent se mesurer qu'avec des tests standardisés, comparés les uns par rapport aux autres. On peut donc avoir plusieurs interrogations. Est-ce que l'accent mis exclusivement sur les résultats d'apprentissage ne cache pas des débats plus délicats comme la faible formation des enseignants dans beaucoup de pays, le manque de pratiques professionnelles, les salaires précaires et plein d'autres thèmes liés à la profession enseignante. Ce débat sur les tests d'apprentissage élude un facteur très important aussi, qui est le décalage entre la langue d'instruction et la langue maternelle. Dans le monde, il y a un tiers des enfants qui sont instruits dans une langue différente de celle qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent. En insistant sur les résultats d'apprentissage, on élude aussi la question du sens des apprentissages. Nous savons tous que le monde a besoin pas de savoir disciplinaire ni de savoir scolaire, ni de discipline didactique. Le monde a besoin de jeunes capables de résoudre des problèmes, de travailler ensemble, de communiquer et en fait de devenir citoyens. On peut donc se poser la question si l'accent mis sur les résultats d'apprentissage n'est finalement pas quelque chose de problématique. Bien sûr, je ne nie pas l'apport des tests d'apprentissage pour mesurer une dimension de la qualité de l'éducation, mais les utiliser d'une manière exclusive n'est pas forcément quelque chose de positif. Maintenant, je vais passer à un autre élément et après j'attaquerai le troisième point et je m'arrêterai là. Donc, pour finir sur l'agenda, il y a quelque chose qui est aussi très dérangeant, c'est l'accent sur plus de scolarisation. Alors, je vais l'aborder rapidement avec une anecdote. Nous avons invité à la commission suisse de l'UNESCO l'un des responsables de l'UNESCO, un grand directeur.
Et ce collègue qui est maintenant revenu à l'université aux États-Unis, il m'a dit, mais Akari, même la Suisse ne sera pas dans les règles du 20-30 parce que vous n'allez pas avoir 80% de vos jeunes qui accèdent à l'enseignement secondaire général. Alors, juste pour expliquer à nos collègues qui viennent de l'étranger, en Suisse, nous avons 15% des jeunes, non, 50% des jeunes, excusez-moi, qui arrêtent l'école formelle à 15 ans. 50%, dans l'un des pays les plus riches. Alors, mon collègue de directeur de l'UNESCO, il m'a dit, mais la Suisse doit amener tous les jeunes à l'enseignement secondaire général. Alors, je lui dis, mais c'est pas la Suisse qui va changer, c'est probablement l'UNESCO qui a besoin de changer ses indicateurs parce que les politiques publiques en Suisse sont centrées autour justement de l'excellence de la formation duale et ces politiques-là sont très contentes d'avoir beaucoup de jeunes qui ne suivent pas l'université. D'ailleurs, un ancien ministre de l'économie en Suisse a fait le commentaire suivant. Le canton de Genève a des problèmes avec le chômage, c'est parce qu'il envoie beaucoup de jeunes à l'université et il envoie beaucoup de jeunes dans l'enseignement général. Donc, ce que je veux illustrer par là, c'est-à-dire demander à des pays de faire plus de scolarisation de la même manière, n'est peut-être pas quelque chose d'intéressant que cet agenda nous amène sur la table. Maintenant, je vais passer au dernier point, en fait, qui me semble important, c'est quelle est la place de l'UNESCO et quelles sont les recherches que l'UNESCO peut impulser. Dans la mesure où je travaille en étroite collaboration avec l'UNESCO, je vous parlerai rapidement de quelques pistes très intéressantes qu'on va essayer de mettre en place. En fait, l'UNESCO se trouve à la croisée des chemins par rapport à son rôle comme think tank mondial sur l'éducation. L'UNESCO a besoin de se distinguer par rapport à d'autres organisations internationales financièrement puissantes et parfois plus crédibles en matière d'appui technique. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que souvent la critique la plus importante qu'on adresse à l'UNESCO, c'est une organisation très politisée, comme si l'éducation peut être déconnectée du politique. Je vous invite par exemple à réfléchir à quelqu'un qui vous dirait que le leadership en éducation devrait être une entreprise purement technique, complètement déconnectée du cadre législatif, des politiques éducatives nationales ou internationales. Donc en fait, on demande à l'UNESCO de faire quelque chose qui est en dehors de son mandat. L'UNESCO est une organisation qui s'occupe de culture, d'éducation et de sciences. Toutes ces trois sphères sont en lien étroit avec le politique. La question, c'est qu'actuellement, justement, et par le hasard des choses, en fait, à ma place, il aurait eu au début mon collègue Tawil de l'UNESCO, qui est actuellement à New York pour la session des Nations Unies. Et justement, dans cette session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'UNESCO va lancer une initiative qui s'appelle, cette initiative, Repenser l'éducation, reconceptualiser l'éducation, et en fait, elle s'appelle le futur de l'éducation, et cette initiative va avoir des moyens, et l'UNESCO réfléchit sur quel est l'agenda de travail de cette future commission qui est en train d'être lancée. Différents axes de travail ont été déterminés. Je trouve que ces axes sont très pertinents et personnellement, je m'intéresse à deux axes qui sont dans cette initiative. Le premier, c'est l'avenir de l'éducation publique. Le deuxième, c'est l'avenir de la citoyenneté. Et justement, une recherche concrète qu'on va lancer ces prochaines années avec d'autres collègues et avec l'UNESCO, c'est en fait, on est depuis des décennies en train de s'alarmer de la dégradation de l'éducation publique dans plusieurs régions du monde. Avec l'UNESCO, on souhaite inverser la perspective et on souhaite comprendre pourquoi, dans certains contextes et certains pays, l'éducation publique dépasse l'éducation privée et maintient son excellence. Et justement, vous êtes dans un cas paradoxal. La Suisse peut être décrite dans le monde comme un
un cas bizarre ou une bizarrerie, je ne sais pas pour les traducteurs si vous trouverez le mot, mais la Suisse est intéressante. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est l'un des pays le plus libre au niveau de l'initiative économique. C'est un pays où l'économie de marché, je dirais, est religion. Mais si vous allez au Parlement suisse, si vous écoutez les citoyens, il n'y a aucune demande pour le choix d'école, pour la privatisation, et l'enseignement public a une qualité meilleure, toutes choses par ailleurs égales, que l'enseignement privé, même à Genève où nous avons un enseignement privé assez important à cause des organisations internationales. Donc notre objectif en tant que chercheur, c'est essayer de comprendre, pas uniquement en Suisse, mais on commencera avec la Suisse. On essaiera de trouver dans d'autres pays du monde. On a quelques pistes. Par exemple, en Asie, on pense en particulier au Vietnam, qui est un pays, de point de vue de revenus, relativement intermédiaire, voire faible, mais au point de vue des résultats de l'éducation, a des résultats très intéressants. Et pour la Suisse, justement, plusieurs hypothèses sont intéressantes. Pourquoi le système public suisse est de bonne qualité? Est-ce que c'est une question de financement? Probablement. Est-ce que c'est une question de décentralisation? On a parlé dans la session d'ouverture sur le fait que l'éducation dépend principalement des cantons. Est-ce que c'est une question de gouvernance? Est-ce que c'est une question de leadership? Est-ce que c'est une question de consensus politique? Est-ce que c'est une question de gestion pragmatique de la demande sociale? Ça veut dire, en Suisse, il n'y a pas forcément l'idée qu'il faut plus de gens plus longtemps à l'école, et c'est peut-être ça qui explique en partie. Donc, on souhaite vraiment faire une étude empirique sur ce thème, et je terminerai par dire, c'est aussi peut-être parce que le système dual permet à l'école publique de garder tous les élèves et de les mettre dans des orientations possibles pour leur avenir. Pour conclure, une minute. Il me paraît crucial réellement de voir que la qualité et la pertinence des agendas internationaux, c'est toujours au niveau national et pour la Suisse locale ou cantonale que ces agendas doivent s'ancrer. Autrement dit, malgré le processus d'internationalisation que j'ai souligné au début de mon intervention, l'agenda domestique local par rapport à l'éducation n'a pas disparu. Ce qui a changé, c'est le rôle de l'État. L'État n'est plus celui qui fait tout, mais l'État doit réguler, doit arbitrer, doit prendre ses responsabilités par rapport à l'éducation, en particulier par rapport à la question de la préservation de la qualité de l'éducation publique. Souvent, nos débats sur le privé et le public sont des débats faussés, parce qu'on est toujours dans une image classique, financement public, école publique, gérée par des personnes désignées par le politique. École privée, financement privé. Or, quand vous examinez dans beaucoup de pays, il y a ce que je peux appeler un brouillage de frontières. Y compris dans les pays les plus pauvres sur la planète, le secteur privé se développe. Les écoles privées pour les catégories les plus pauvres se développent et donc le rôle de l'État est moins d'interdire, mais plus de réguler, d'organiser, de sanctionner et d'essayer que le système éducatif soit le plus équitable en jouant justement sur les questions des inégalités. Je vous remercie de votre attention.